Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle Massarthe consacré ce soir à la commune de Ligron, puisque tel est le message que souhaite passer l'émission Plus belle Massarthe qui s'intéresse aux communes, aux villages chartois, mais aussi à ses habitants. Voilà des Ligronnais que nous retrouverons donc dans quelques instants. Le temps pour moi de vous présenter nos invités ce soir, puisque dans la deuxième partie, aux côtés de nos chroniqueurs habituels, à savoir Pascal Mariette et Fabrice Louvet, notre spécialiste du patois sartois, nous recevrons Alain Moreau également pour parler du magazine Maine Découverte. Et dans la troisième partie de l'émission, j'accueillerai Stéphane Alenic, qui est le directeur de la Maison de l'Europe. Voilà, chose promis, chose due, on retrouve nos amis ligronnais avec Monsieur le maire à sa tête. Bonsoir Monsieur le maire. Bonsoir à Philippe tous. Biot, maire de Ligron. Oui. À vos côtés, Madame Vélis, Brigitte Vélis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Potier et Patrimoine de Ligron. Oui. Et en face de vous, bonsoir Jean Suet. Bonsoir. Vous êtes le président de Le Mans Habilis, Tout à fait. dont on découvrira tout à l'heure les secrets, on va dire. Monsieur le maire, Ligron, une commune du Sud-Sarthe, composée, comme je le demande à chaque émission, combien d'habitants ? Alors aujourd'hui, INSEE 494, mais depuis le dernier recensement, 530. D'accord, c'est une commune qui prospère, on peut dire, avec une croissance raisonnable, mais... croît tranquillement, avec des c'est pas naissances. Facile, avec quelques naissances, la dernière étant du mois de janvier, 15 janvier. D'accord. Un petit Aaron qui est arrivé sur la commune. Alors comme on demande souvent aux parents, on aimerait bien que les enfants aient 3 ans à la naissance, comme ça ils pourraient intégrer l'école, mais bon, on n'a pas encore trouvé la recette. Vous êtes élu depuis 2001 et maire de la commune donc depuis 2014. Tout à fait. Ouais. Justement, on parle un petit peu de la jeunesse, des naissances. Ça, c'est quelque chose d'important aussi pour la pérennité d'une commune, d'un village aussi, de pouvoir compter sur de jeunes habitants, de jeunes couples qui viennent s'installer aussi. C'est important, c'est important. On note depuis une quinzaine d'années un renouvellement de nos populations. Depuis surtout le Covid, ça s'est beaucoup accentué, où nos anciens malheureusement sont partis, ou ont été à des endroits plus faciles pour eux, et on a eu un renouvellement avec de jeunes familles, souvent sans enfants encore, mais oui, des primo-accédants qui arrivent et qui peuplent, qui ont une vue un petit peu différente de la vie rurale, mais qu'on essaye de mobiliser, d'amener à s'intégrer à notre commune. Et par le biais d'associations comme Potier et Patrimoine, c'est pas facile d'amener de jeunes personnes, mais je pense qu'avec un peu d'énergie, on va y arriver. Ouais. Parmi les préoccupations d'un maire, c'est forcément le commerce aussi, les lieux de vie. Où vous en êtes, vous, à Ligron, alors par exemple les lieux de vie, nous avions un commerce unique, lieu de vie on a essayé de porter à bout de bras, mais le Covid est passé par là, et depuis, on n'a pas réussi à trouver des gens suffisamment solides pour tenir un commerce. C'est compliqué. Beaucoup de gens rêvent d'être commerçants et tenir un petit établissement en milieu rural. Encore faut-il que ce soit mais il faut penser que c'est beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'énergie, et puis les habitudes des populations ont beaucoup changé. Donc c'est difficile, et quand on fait un peu d'études économiques sur le sujet, c'est difficilement viable, et donc on ne peut pas demander aux gens de toujours investir et de ne pas récolter, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Après, nous, on a la chance d'avoir une école, encore, que l'on partage avec la Fontaine Saint-Martin. On a fait un règlement... Il y a un ramassage scolaire, c'est ça, qui emmène les enfants... On a fait un regroupement pédagogique entre nos deux communes, c'est-à-dire que les deux communes ont gardé leur école. Et ce sont les enfants qu'on déplace pour avoir un nombre d'enfants suffisant par niveau scolaire, pour qu'ils soient le mieux entourés possible. Et donc, il y a un ramassage il y a 2,5 km entre les deux communes, donc ça va. C'est plus les parents qui sont inquiets. Les enfants, eux, sont ravis de prendre le bus. Ah oui. Ah bah oui, un petit tour en bus, c'est quand même top quand on est petit, voilà. Et on se répartit les enfants. Aujourd'hui, on est plutôt en stabilité. On a 96 enfants au total sur les deux écoles, et ce qui nous fait 5 classes, et on maintient, mais les naissances ne sont pas toujours bien sûr. À la hauteur de ce qu'on peut espérer. Mais à deux communes, on arrive. Il y a une commune qui en fait, il y en a un peu plus une année, une commune un peu plus l'autre. Donc on arrive à équilibrer et à avoir un
travail avec l'éducation nationale qui est plutôt serein parce qu'on a fait ce geste de se regrouper. Les jeux pour enfants, City-Stade, on a vu tout ça, c'est des choses qui ont... Alors on les a positionnés juste à côté de l'école, de façon que les enseignants puissent tranquillement les emmener. Donc il y a un jeu pour les plus petits et un City avec une petite piste autour pour pouvoir faire des jeux pour les enfants. Oui. D'autres réalisations aussi depuis que vous êtes... depuis qu'on est maire, je suis maire. Voilà, on a réhabilité un endroit qui était avant un petit musée qu'on a transformé en médiathèque et on a refait un peu la toiture. On a réhabilité le commerce, même si aujourd'hui il est fermé. On a remis tous les bâtiments communaux en accès PMR. On voit là des... Voilà. Là, ce que vous avez à l'image, c'est une maison qui était fermée depuis plus de 30 ans, que nous avons réussi à racheter et nous en avons fait 3 logements pour accueillir des familles. C'est en plein cœur de bourg, donc ça répond aussi à nos engagements dans nos plans locaux d'urbanisme. C'est une vieille grange qui a été restaurée en T3. On a fait aussi une maison des associations, là, qui est à l'image, qui était une vieille grange qui était en ruine. Et qui aujourd'hui est réhabilité en maison des associations où on peut se réunir. On a fait notre l'AG samedi dedans, on fait les vœux. Enfin voilà, c'est un lieu plus social, plus petit et plus adapté parce que notre salle des fêtes, malheureusement, elle vieillit. Et quand elle vieillit, c'est un peu plus compliqué. Avec le recul, l'expérience qui est la vôtre maintenant, comment vous voyez un petit peu l'avenir des petites communes comme celle de Ligron, par exemple ? Parce qu'on a parlé, c'est vrai, des difficultés dans le domaine médical aussi, pour l'accès aux soins, mais c'est aussi le commerce, vous l'avez dit tout à l'heure. On va dire que toutes ces préoccupations sont celles de la plupart des maires de toutes les communes. Oui. Alors, je dirais que chaque maire a une vision personnelle sur le sujet. Moi, personnellement, avec le travail, le recul, l'existence de nos communes est importante puisqu'elle porte un patrimoine, elle porte des marques particulières, mais elle ne peut plus exister sans les communautés de communes. Par contre, chaque commune, chaque maire doit avoir sa place dans cette communauté de communes pour faire exister sa propre commune, mais aussi amener des choses à ses habitants. Grâce à la communauté de communes, on améliore les déchets, le ramassage des déchets, on améliore la culture. Aujourd'hui, pour les enfants, on a des dumistes qui interviennent, on a une mal-lecture, on a un lien qui se fait avec la médiathèque de la Flèche et notre point, le passe-temps, l'association médiathèque de Ligron. On met en avant, puisqu'il y a eu une exposition à la Flèche, à la Halle au Blé, on a eu le soutien de la ville-centre. Donc il faut s'associer sur la santé. C'est là où toute la communauté de communes prend toute son importance. Prend tout son sens, mais il ne faut pas que la communauté de communes étouffe le reste. Chacun doit avoir sa place et participer à la vie de l'ensemble. Mais ça, c'est extrêmement important et je pense qu'aujourd'hui, nos petites communes, elles n'ont plus les moyens financiers pour faire tout un tas de projets qui amènent du service à nos populations. C'est plus possible. Mais on doit exister dans cet ensemble. Vous avez parlé de travail d'équipe, on va parler aussi d'initiative. Vous avez parlé du monde associatif avec Brigitte Védis, justement ce que vous faites dans le domaine du patrimoine, de la poterie, parce que tout le monde ne le sait pas, mais Ligron est un haut lieu, on va dire une place forte de la poterie en Sarthe et en France. Oui. Alors connu à Ligron depuis le XIVe siècle, donc c'est très ancien. Et peu de personnes. On a beaucoup de personnes étrangères au village qui connaissent les poteries de Ligron, puisqu'elle est connue à l'international. Mais en ce qui concerne Ligron et les environs, on essaie justement de promouvoir au niveau local nos terres vernissées qui n'existent plus malheureusement, puisque la dernière poterie a fermé en 1905. Et on a eu des très très belles périodes, notamment au XVIIIe et au XIXe siècle, où il y a eu des potiers artistes, on pourrait dire, qui ont fait des terres vernissées exceptionnelles et qui sont aujourd'hui, qui ont une très grande valeur et qui sont aujourd'hui vendues à Drouot ou autres salles des ventes dans le monde. Donc on est content, nous, en tant qu'association, de faire perdurer cette mémoire des potiers qui étaient des potiers extraordinaire. Quand on parle de terre vernissée, justement, de quoi parle-t-on ? Alors la terre vernissée, c'est parce qu'ils utilisaient à l'époque des oxydes. Il y avait 4 oxydes principaux. Il y avait les oxydes de fer pour la couleur ocre, parce qu'il y a 4 couleurs principales du Ligron, c'est très facile à reconnaître. La plupart du temps, c'est ça, c'est l'ocre, l'oxyde de cuivre pour la couleur verte, le manganèse pour la couleur brune et le cobalt pour la couleur bleue. Alors le cobalt était un produit très cher, et on en voit peu, en fin de compte, on en voit sur les vierges à l'enfant, qui sont typiques de Ligron.
Et c'était des commandes, la plupart du temps, c'était des commandes de nobles ou de personnes qui avaient du bien, puisque les potiers, à cette époque-là, fabriquaient sur commande. Parce que, bien sûr, à l'origine, ils faisaient du grès, comme tous les potiers. Ouais. Mais on a eu la chance, à Courcelles-la-Forêt, qui dépendait de Ligron, enfin, c'est plutôt nous, de Ligron, qui dépendions de Courcelles-la-Forêt, il y a eu un château très connu, qui a été occupé par la famille Chamillard, qui était un premier ministre de Louis XIV. Donc, il a amené vers Ligron des tas de gens riches et qui ont pu voir l'art des potiers de Ligron et ils ont fait des commandes. D'accord. Il y a des commandes religieuses aussi par les évêchés, etc., qui ont commandé des très beaux retables. Je ne sais pas si vous pouvez les passer. Là, non, on n'a pas les mêmes choses en même temps. Oui, vous les voyez de temps en temps. Ouais, voilà. Et il est vrai que quand on voit aujourd'hui les poteries de Ligron, là, on a fait une exposition, notamment en 2023, à la Flèche. Il y a eu 575 pièces qui ont été exposées. Toutes des pièces de collectionneurs qu'ils ont donc bien voulu nous prêter pour l'occasion. Et on a vu nous-mêmes des pièces qu'on n'avait jamais vues nulle part, qui sortaient des armoires ou des maisons, on ne savait pas où ils les prenaient. Enfin, quand même, 575 pièces magnifiques. Okay. Et pour quel usage, justement, alors, toutes ces religieux, puisqu'il y avait des vierges à l'enfant, il y avait des bénitiers de table, des bénitiers aussi qu'on mettait sur les murs, les retables magnifiques, des cuves baptismales, extraordinaire. Il n'y en a eu que 3 de fabriqués dans tout le temps, depuis tous ces siècles. Pardon. Et donc, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Et nous, on a la chance d'avoir un de nos collectionneurs qui en a une cuve baptismale et qui nous prête à des occasions très rares, mais il nous les prête. Il nous les avait prêtés pour l'expo à la Flèche, qui a quand même regroupé 1600 visiteurs en 9 jours. Donc ça a été quand même quelque chose d'extraordinaire pour nous, petite association. On n'est qu'une cinquantaine, un peu plus, mais on avait quand même fait tout pour que la promotion de cette exposition soit bonne. Et on a eu des tas de gens qui nous ont appelés de partout. Il y a beaucoup eu de nouvelles adhésions, justement. On est arrivé jusqu'à presque 100 adhérents à la suite de notre exposition. À cette occasion, on avait fait un petit fascicule pour que les gens se dirigent dans l'exposition. Donc, ils ont tout apprécié. On avait fait 4 sections très déterminées. D'ailleurs, on a fait un petit film qui a été mis sur Facebook à ce moment-là. D'accord. Et les gens, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas ça pour rien. On est une petite association, on promeut régulièrement, on fait des actions au chaque JEP, bien sûr. Hein. Mais ça nous a donné envie d'écrire un livre. Voilà, on va en parler justement. Voilà. Ils sont juste à côté de moi. Oui. Donc ça, ce sont des ouvrages qui ont été commis, on va dire, ces dernières années. Hein, le premier. Hein, donc, 1995, qui a été écrit par Lucette Combe-Mézières. Terre vernissage de Ligron. Terre vernissée de Ligron. C'est un ouvrage qui a été édité à l'occasion d'une exposition à la Flèche, conjointement avec Ligron. Et c'est de là qu'en fin de compte, l'association est née. Parce qu'avant cela, avant 1995, il n'y avait pas d'association. C'est grâce à Lucette Combe, qui était historienne et professeure d'histoire, Monsieur Georget, qui était à l'époque maire et amoureux des terres vernissées et des terres vernissées en général, et puis quelques groupes d'habitants de Ligron qui ont bien voulu faire des choses ensemble, et de là est née l'association Potier et Patrimoine de Ligron. Et donc a suivi quelques années plus tard. Terre vernissée de Ligron. Qui est écrit par Monsieur Vitour, Bernard Vitour, qui est collectionneur, qui est vice-président de notre association et qui est pour nous une marque déposée. Disons qu'à chaque fois qu'on a une œuvre qu'on nous présente, c'est lui qui vérifie si c'est bien du Ligron. Voilà, c'est le spécialiste en la matière. Ah, joli. Expert en la matière, et il n'a pas beaucoup écrit, il a fait des photos magnifiques qu'il est allé prendre chez des collectionneurs. Et il nous a édité ce livre qui est vraiment très, très beau. Très, très beau. Et donc le dernier né, on va dire, dans la famille des ouvrages. Alors, oui, parce que suite à notre exposition, on était un petit peu comme sur un nuage. On se demandait comment ça se fait qu'on avait vu tant de monde en si peu de temps. On a vu l'intérêt des gens. Et là, la secrétaire de l'association, qui s'appelle Marie-France Terrouin, a eu l'idée de faire un ouvrage, mais très vulgarisé. À savoir que tout le monde pouvait le lire ou le regarder, parce qu'il y a plus d'100 d'aquarelles, de poterie de Ligron, qui sont magnifiquement peintes et dessinées, avec des textes relativement simples pour justement que ce soit un ouvrage pour les adultes, mais qui peut aussi être un ouvrage pédagogique. À la portée de tout à chacun. Oui, tout à chacun, et même pour les élèves des écoles, comme je disais à notre dernière assemblée générale, il serait bien que cet ouvrage soit déposé dans les écoles, au moins de Ligron et de la Fontaine Saint-Martin, voire à la Flèche, puisque c'est un ouvrage plutôt pédagogique.
Bon, avant de passer la parole à Jansuet, juste un petit mot pour nous dire où les gens peuvent admirer ces poteries de Ligron. Alors, toutes les poteries de Ligron sont regroupées en ce qui concerne notre fonds. Nous, documentaire, enfin notre fonds, pas documentaire, notre fonds de poterie est au musée de la faïence et de la céramique à Malicorne-sur-Sarthe. Et on a 2 vitrines qui peuvent être vues à la mairie de Ligron, aux heures d'ouverture évidemment de la mairie. On a aussi un chemin de croix à l'intérieur de l'église qui a été réalisé par un potier de Malicorne qui s'appelle Marcel Guérin, qui est encore aujourd'hui en vie. Et il a fait un chemin vraiment extraordinaire. Donc on encourage chaque année les gens à venir le voir. Et on peut le commenter, puisqu'on connaît toutes les phases, des étapes du chemin de croix. Monsieur le maire, on peut dire que c'est le fleuron de Ligron, grâce à cette équipe de bénévoles. Tous ces bénévoles qui sont qui recherchent, qui trouvent, qui inventent aussi de nouvelles, qui mettent en valeur. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été vu dans les images, mais ils ont réalisé une très grande poterie qu'on a mis dans le parc pour justement valoriser ce patrimoine. Et on a aussi une réalisation moderne d'un épi de fêtage qui a été mis sur le commerce. D'accord. Ce qui fait que quand on traverse Ligron, on peut voir l'épi de fêtage, qui est aussi une spécialité un peu de Ligron. Alors, oui. L'épi de fêtage, oui. Voilà, c'est celui qu'on voit à l'écran. Et ce pot qui a été fait, qui est un pot à café en fait. Oui, il a été reconstitué, mais grandeur très grande. Mais qui est spécial parce qu'il a été tourné à la corde, comme les poteries qu'on pouvait voir à Anduze, qui était spécialiste des grandes jarres, etc. D'accord. Et grâce à notre potier collectionneur et écrivain, Monsieur Vitour, on a réalisé ce pot à 3 ou 4 personnes en une journée. Bon, super, bravo. Voilà. Donc on est content. Merci Brigitte, on va changer de sujet complètement avec Jansuet pour parler de Le Mans Habilis. De quoi s'agit-il, Monsieur le Président? Le Mans Habilis, c'est un club de lancer de couteaux et de haches. D'accord. Oui. Et dont vous êtes le président. Combien de membres aussi dans le... 16 membres pour l'instant. Alors vous êtes Ligronnais, mais Le Mans, vous entraînez, c'est sur le... C'est sur Changé. D'accord. Oui. Donc là, on lance le couteau. Oui. On peut en voir un exemplaire là, sur le plateau. C'est un couteau avec lequel vous participez aux compétitions, oui, à des compétitions, d'accord. Parce qu'il existe des compétitions depuis très longtemps. Depuis, à ma connaissance, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Depuis 2009-2010 à peu près. D'accord. Ouais. Avec des cibles qui sont combien de mètres alors? Alors ça varie. Ça varie. Au couteau, c'est 3, 5, 7. À la hache, c'est 4, 5, 7. Ah oui, avec un poids, ça pèse combien un couteau comme ça? Le couteau, c'est le poids, c'est pas très important, c'est la longueur. D'accord. C'est 22 cm minimum. Après, ça peut aller jusqu'à 45, c'est les maxi. La hache, c'est 500 grammes. D'accord. Alors ça, on va pas dire que c'est la tendance du moment, là. J'ai l'impression qu'il y a un petit regain d'intérêt pour une discipline qui est née au Canada, je crois. Qui est née au Canada, USA, oui, c'est tout et qui est donc arrivé en France. Il y a quelques clubs en France et en Sarthe, oui, ça c'est... En Sarthe, on a un club. Tout doit être une vingtaine de clubs en France à peu près, quoi. Ouais, c'était un passe-temps. Enfin, c'était vraiment une occupation pour les bûcherons avant. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une activité. Un sport de compétition, de précision, qui est reconnu. On a un championnat régional, on a un championnat de France, on a un championnat du monde. Championnat d'Europe d'abord, championnat du monde. D'accord. Ouais. Et la hache que l'on voit là sur le plateau, combien pèse-t-elle alors? 500 grammes. 500 grammes, minimum, c'est le minimum. Et là, donc, pour envoyer la hache dans la cible, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a combien de la distance? C'est 4 pour 4, 5, 7 pour les différents lancers, quoi. Ouais. On fait 3 lancers à 5 mètres, 3 lancers à 7 mètres, et ainsi de suite. Vous avez parlé de précision, ça demande aussi beaucoup de concentration. Énormément. Au couteau comme à l'âge, j'imagine. C'est comme le tir à l'arc, c'est comme toutes ces lancers de précision, quoi. C'est une discipline qui est accessible. Bon, il faut être majeur, peut-être. On prend les enfants à partir de 12 ans. Oui, ils sont encadrés. Oui, très encadrés. Ouais. Ça demande énormément de sécurité, quoi. Bien sûr. Faut pas blaguer avec ça, mais nos couteaux ne coupent pas. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est des armes qui sont non létales, quoi. C'est pas fait. Le but, c'est de faire de la précision, de lancer, de compter des points, quoi. C'est tout. On a parlé de compétition tout à l'heure. Votre prédécesseur, Pascal Boucreux, lui, avait été champion du monde, je crois, de lancer. Aux USA, oui, aux USA. Aux USA, d'accord. Oui, tout à fait, oui. Et là, en Sarthe, vous allez organiser quelque chose, non? Il y a prévu, championnat départementaux, forcément. Il y a le championnat de la Sarthe qui est le 25 et le 26 avril. D'accord. Aux Archers de la Nature, puisque c'est là qu'on est basé, quoi, puisqu'on est 3 clubs qui sont réunis dans le même endroit. D'accord.
Avant, on aura une porte ouverte pour les gens intéressés. Ah bah oui, dites-nous la date. Le 14 mars. D'accord. Et là, on a les 3 clubs réunis, donc il y aura moyen de faire du lancer de couteau, de la hache, de l'arc et de l'Astrabacam. D'accord. Donc ça veut dire que les gens peuvent venir les mains dans les poches. Tout à le fait, matériel sera sur place. Le matériel sera prêté, il n'y a aucun pour problème. l'initiation, pour la découverte, tout à fait. Il n'y a pas besoin de... Non, il n'y a pas besoin d'amener de matériel particulier. Non, particulier. Bon, super. Okay. Bravo. Merci Jean-Sué d'être venu nous parler de cette nouvelle discipline qui prend petit à petit en France et en Sarthe et qui fait partie aussi d'autres disciplines sportives peut-être qu'il y a sur l'Igron. Non, à l'image de monsieur... Oui, on a une association Tous en Forme pour les personnes qui veulent faire un peu de gymnastique, d'assouplissement, mais autrement, non, le terrain de foot, il est un peu... voilà. D'accord, j'ai compris. Mais bon, on fait attention parce qu'on a un champion de France quand même. Ça rigole pas. Il ne dit pas, mais... Oui. D'accord. Mais on est bien gardé, comme dirait. Ouais. Même si ce n'est pas létal, ça fait réfléchir. Ouais. Bon, merci Brigitte Védis, merci Jean-Sué d'être venu. Monsieur le maire, je vous propose de rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de cette émission. De retour sur le plateau de Plus belle Massarthe pour la deuxième partie. On le retrouve bien évidemment Philippe Biot, le maire de Ligron. À ses côtés, Fabrice Louvet, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Tertou. Notre spécialiste du patois sartha et membre de l'association Eulan. C'est bien ça ? C'est ça. En face, Alain Moreau, bonsoir. Bonsoir. Qui est là ce soir avec nous, que tout le monde connaît bien évidemment, pour le Maine Découverte, le magazine des Sartois et plus, puisqu'on en parlera tout à l'heure, qui empiète sur les départements frontaliers. Et bien évidemment, Pascal Mariette, notre spécialiste du patrimoine, qui va revenir sur cette douce commune de Ligron, où il y a autre chose en plus de la poterie. Oui, il y a plein de choses. Bon, le jour où je suis allé, il y a de la pluie, mais bon, dommage, les images vont être un petit peu pluvieuse, mais bon, ce n'est pas grave. On va commencer par une petite visite rapide du bourg. Donc, vous l'avez vu en première partie, la mairie. Puis, il y a quelques maisons intéressantes. Et puis, surtout, vous avez parlé des potiers, mais je trouve que c'est assez amusant parce que c'est les noms de rues qui m'ont plu. Alors, bon, déjà, il y a ce petit monument, entre guillemets, qui est quand même une... comment on va dire une cruche ou c'est un pot à café. Un pot à café, voilà, qui fait 1,5 m de haut, en gros, qui a été moulé à la corde. On met des cordes à l'intérieur, puis on enlève la corde une fois que c'est sec. Et bien surtout, c'est amusant parce que vos noms de rue. Là, c'est rue Henri Pasquier, qui était potier, donc entre 1835 et 1874. Enfin non, c'est sa date de naissance. La rue Tricard, qui était potier aussi, mais là, c'est sa date où il a été potier, 1902-1910. C'est assez amusant parce qu'on s'aperçoit qu'on parcourt les siècles, donc le 18e, 19e et 20e, avec ces noms de rue. Très bien. Et là, on arrive à la place Sainte-Anne. Et place Sainte-Anne, pourquoi ? Parce qu'il y a l'église. Et l'église, c'est l'église qui est donc sous le patronyme de Sainte-Marie et de Sainte-Anne. Donc on a une jolie église qui est base 12e avec ce qu'on a vu là, son abside en cul de four, donc arrondi. Alors il n'y a pas de fenêtre sur la partie axiale, mais de chaque côté on a une jolie baie qui éclaire bien l'église. Donc c'est sur un joli socle en pelouse d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien c'est l'entrée de l'église. L'entrée de l'église dont la façade a été refaite il y a un petit moment, parce qu'elle était complètement bétonnée, cimentée. Et donc, si on regarde bien au pied de l'église, les marches qu'il y a au pied de l'église, eh bien, comme à Saint-Marc-d'Outillet, on en a parlé, on retrouve une plaque tombale qui est très ancienne, peut-être mérovingienne même. Voilà, la première marche, regardez, elle est décalée. Et si on s'approche, alors il pleuvait évidemment, on s'approche, il y a un dessin, donc genre de croix, qui est sculpté. Donc on voit bien que c'est le couvercle, on va dire un couvercle, d'une tombe certainement en pierre, comme on faisait à l'époque mérovingienne. Et puis, c'est assez amusant, quand vous avez enlevé le crépi, eh bien, si on lève les yeux au-dessus de la porte, il y a ce joli petit personnage, je trouve, qui est apparu, puisqu'avant, il y avait l'horloge. L'horloge a été posée un petit peu plus haut. Donc regardez les petits détails, c'est toujours intéressant quand on regarde un monument. À l'intérieur, alors j'ai récupéré des photos dans un bouquin sur les éditions Le Floïc, et vous avez surtout 3 jolies terres cuites. Alors il y a une jolie terre cuite au départ, alors les seins, je vais essayer de ne pas me tromper. On avait, si je vais peut-être me tromper, mais bref, on va les passer les uns après les autres. Il y avait donc, on trouve celui-ci, je crois que je vais essayer de souvenir, parce que je ne l'ai pas en tête. Je sais qu'il y a Sainte-Barbe, il y a Saint-Émérance
Et lui, je ne sais plus qui c'est. Bon, bref, c'est pas grave. Toujours ces 3 belles terres cuites qui sont sorties d'un ouvrage qui remonte au XVIIe siècle, comme on savait les faire donc dans la Sarthe. Peut-être qu'elles ont été réalisées dans votre commune, d'ailleurs, on n'en sait rien. Sainte-Barbe, qu'on reconnaît avec sa tour. Et puis, il y a aussi cette plaque funéraire qui remonte à 1723, qui est donc dédiée à Jacques Dudois, qui a été prêtre de Ligron, mais surtout, c'était le fils d'un marchand potier d'un endroit qui s'appelle Bélouze, qui est sur votre commune. Et donc, à l'intérieur, il y a cette jolie plaque qu'on retrouve dans beaucoup d'églises. Et puis, à l'extérieur, à Bélouze, eh bien, il y a cette croix, ce calvaire. Alors, ce calvaire, je trouve assez intéressant parce que quand on zoome sur la petite plaque qui est en bas, eh bien, on dit pourquoi ce calvaire est à cette place. Parce que c'est à la mémoire d'un monsieur qui s'appelait Antoine Dubourg et qui a été tué par la chute de cheval le 9 mai 1835 à l'âge de 32 ans. Et en son hommage, eh bien, il y a eu ce calvaire, donc à Bélouze, qui était un endroit de production de poterie d'ailleurs, important. Et puis pour parler patrimoine, vous avez surtout 3 beaux manoirs qui ne se voient pas forcément très bien, mais que l'on voit quand même du domaine du public. Le premier manoir, c'est la Sansonnière, qui vient donc du toponyme de Jean de Sanson, qui était seigneur de la Houssaye. Donc dans un premier temps, on a vu avant restauration et puis après restauration. Donc c'est un beau bâtiment qui est pratiquement dans l'axe quand on sort pour arriver dans le centre-bourg. Bon, moi j'ai pris des photos du domaine public, je ne peux pas rentrer comme ça, mais on aperçoit une jolie fenêtre, une jolie croisée du XVe siècle. Donc on est vraiment sur un bâtiment 15e. Comme les 2 autres manoirs dont je vais vous parler, le suivant, c'est le manoir de la Grande Poterie. Alors moi, je l'ai bien connu professionnellement avant restauration, donc ça c'est une photo avant restauration. Aujourd'hui, il a été restauré, donc il est habité, tant mieux, il est sauvé pour les générations futures, comme on dit. Et donc c'est un manoir qui remonte lui aussi à la fin du XVe siècle, donc manoir de la Grande Poterie, donc vous imaginez la production industrielle qu'il y a à ce lieu. Et comme tous ces manoirs, ils ont été repris après la guerre de 100 ans. Après la guerre de 100 ans, le Maine, c'était vraiment un champ de bataille, il ne restait plus grand-chose. Et puis donc, on a refait ces beaux manoirs avec une tour d'escalier, une fenêtre renaissante et puis Renaissance. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un épi de fêtage. Les propriétaires ont mis un petit épi de fêtage. C'est un coq qui se trouve juste au-dessus de l'escalier. Et puis, le 3e manoir, pour finir, c'est Saint-Lomère. Alors, on dit Saint-Lomère ou Saint-Lomé, je ne sais pas, qui est chargé d'histoire, parce que là, ça remonte avant le XVe siècle, mais le bâtiment qui est présent, c'est un bâtiment du XVe siècle, sur un site donc très très ancien, qui prend le nom de la chapelle qui était à côté d'ailleurs. Et donc c'est pareil, c'est un manoir qui a été construit après la guerre de 100 ans. Voilà les restes de la chapelle, ce qui restait, qui est devenu une grange, mais c'est une chapelle qui remonterait au XIIe siècle. Et surtout, il y avait des processions pour aller, parce qu'il y avait une fontaine pas très loin, et donc on venait ici pour guérir des fièvres. Quand on était fiévreux, on y venait, pardon. Et donc à l'intérieur, il y a même une fresque du XVIe siècle. C'est un enduit peint, donc c'est un joli endroit, malheureusement privé. Donc voilà les 3 manoirs de Ligron. J'espère que j'en ai pas oublié un. Ben non. Monsieur le maire, on a fait le tour du propriétaire. On a fait le tour de ce patrimoine intéressant d'ailleurs. Oui, on découvre. Et pour la petite histoire, vous avez aussi le château de Vadré, qui est lui dit sur Courcelles, mais si vous regardez le cadastre, vous verrez que la frontière entre les deux fait un petit virage. Voilà, sinon le château a été coupé. J'ai vérifié, on m'a dit c'est Courcelles. Bon, oui, on va pas batailler. Mais le cadastre a une petite virgule particulière, très très rigolote. Voilà. Ça aurait pu faire la question de l'énigme, mon cher Pascal. Ce sera pas ça. Mais on va vous écouter justement tout de suite, puisqu'il s'agit de l'énigme de Pascal. Alors, commune de Ligron, mais c'est quoi un ligron? Alors, je vous fais plusieurs propositions. Qu'est-ce qu'un ligron? Une petite bouteille pour conserver l'agneau, un lit sur de la paille, un petit oiseau des marais au bec crochu, ou un félin, né de l'union d'une tigresse et d'un lion. Bien, messieurs, faites vos jeux. Alain. Je sais, j'aurais le A peut-être. Ouais, la réponse A. Allez, Philippe Biot. Moi, j'irais un D. Le D. Ouais, c'est ça, c'est le D. Ah. D'accord. Oui, c'est le D. Un félin. Un félin. D'ailleurs, sur le site, si vous allez sur le site de la commune,
vous avez sur, je crois que c'est Wikipédia, si vous ouvrez, vous faites commune de Ligron et vous avez un Ligron qui apparaît. Ouais. Et donc, c'est effectivement, c'est le croisement étonnant. Donc, c'est un croisement hybride, hein, d'une tigresse et d'un lion. Une belle bête. Je l'aurais mis en dernier, moi. Ouais, bah oui. Comme quoi. Super, merci Pascal pour toutes ces informations. On a au moins appris ça en plus. On va passer au patois sartois avec notre poète du jour, Fabrice Louvet. Ah oui, avec un sujet aujourd'hui. Un poète qui ne fait pas de poésie aujourd'hui. Pas aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui. Mince alors. Ben non, quel contre-pied ? Pas toujours. Bon, en revanche, voilà. Ben, je vais vous causer d'Ursio, des Ursio. Alors de quoi que c'est ? Ben, j'allais pas laisser passer le passage de monsieur le maire de Ligron sans parler d'Ursio. Est-ce que vous voyez le rapport ? Ben, les Ursio, en patois sartois, c'est la vaisselle. C'est voilà, l'ensemble de toutes sortes de vaisselle, les Ursio. Et évidemment, Ligron, au lieu de la poterie sartoise, hein, avec ses nombreux puits d'extraction d'argile, les ardrilles en patois sartois, les terres argileuses, les terres fraides en patois sartois, et les sous-sols argileux, les bournas en patois sartois. Mais bon, comme il est bientôt l'heure de passer à table, on va essayer de mettre le couvert. Alors, des quais qu'on va d'abord poser sur la table. Quand on met la table, qu'est-ce qu'on met d'abord en général ? L'assiette. Oui, voilà, l'assiette. Et l'assiette en patois sartois, là voilà, l'assiette, c'est le vessio. Le vessio. Oui, le vessio. Et suivant les bonnes manières, des quais qu'on met à drette, amont le vessio. Le couteau. Le couteau, bien, ouais, couteau. Et à côté, à la cuillère. La cueillère. Oui, la cueillère. La grousse. La grousse, pour la soupe. Ouais. Et à gauche du vessio, la fourchette. Ouais. Par au-dessus du vessio. Le verre. Avant la petite cuillère. La petite cueillère. La petite, et corps par au-dessus, le verre, mais en patois, on peut dire le verre. C'est pas le godet, non, le cossio. Le cossio. Voilà, le cossio. Alors le cossio, voilà, mais c'est pas que le verre, hein, le cossio, c'est tout récipient qui peut contenir un liquide, mais là, on pourra dire le verre. Dès que vous aurez besoin, suivant que vous mangez, curieusement ou pas crassement. La serviette. La serviette, c'est en patois le décrassoir. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein, c'est clair. Voilà. Si vous mangez curieusement, c'est que vous mangez proprement, et pas crassement, c'est que vous mangez salement. Et étonnamment, il est permis en Sarthe, si vous le jugez utile, de donner des calottes à vos invités. Des calottes en patois sartois. Non, ça c'est le décrassoir, la serviette. Parce qu'on connaissait la calotte, quoi. Alors, la claque, tu veux une calotte ? Ben voilà, mais c'est pas ça, ça serait trop facile. C'est pratique pour servir la rôtie au lait, la rôtie au vin, la rôtie au cidre. L'assiette creuse. Une assiette creuse, une calotte, une assiette creuse. D'accord. Voilà, tout simplement. Ensuite, on vous apportera la plâtrerie avec de la bonne frippe. La pâte, le plat principal, ou le saladier, avec de la bonne frippe. Alors c'est un mot général. Des accompagnements, non, c'est ça ? Les mets, ça peut être aussi bien les mets salés, ça peut être la viande, comme ça peut être les sucres, les desserts. D'accord. Si c'est un mot un peu général. Et dès que votre hôte vous dira « tirez donc », il donne le signal de quoi ? De manger ? Oui, de se servir. Tirez donc, c'est servez-vous. Servez-vous. Et alors, vous pourrez commencer à pinger dans les plats. Pinger, c'est se servir. Alors, ça peut se servir normalement, mais ça peut aussi prendre directement à même le plat. Voilà. Si ça qu'est appétant, il faudra gouleiller de mène sans pioquer de la goule. Alors là, il est écrit, vous pouvez le voir. Si ça qu'est appétant, il faudra gouleiller de mène sans pioquer de la goule. Alors, de mène ou mine de mine, pioquer ou piacoter. Piaquer, ça veut dire ne rien dire, non ? Ou non. Ça passe sens, Si on prend dans l'ordre, si ça qu'est appétant, c'est bon, si c'est appétissant, il faudra gouleiller. Apprécier, déguster, déguster. De mène sans piaquer de la goule. De mène, c'est doucement. Voilà. Et sans pioquer de la goule, c'est sans faire de bruit avec la bouche pendant qu'on mange. Ou piacoter de la goule. Voilà. Et bien sûr, sans moussiner si la vivature est morte à cœur.
Alors là, ça c'est relevé, ça. Il y a de la moutarde là-dedans. Sans moussiner, si la vie va tuer. Ouais, sans moussiner. C'est un peu là. Si c'est appétant, on l'a dit tout à l'heure. Donc, et si la vivature, elle est morte à cœur, sans moussiner, donc sans faire la grimace, sans pincer du bec. Si la nourriture n'est pas bonne ou voire écœurante. Morte à cœur, ça peut être aussi écœurant. D'accord. Voilà. Même bien entamé, il y a un mort à cœur. Voilà, exactement. Voilà. Pour le moins, ouais. Alors, à éviter à tout prix, quand on est à table en Sarthe, avant d'arriver chez vos invités, évitez de vous parfumer à l'eau de lavande. Ah bah oui, c'est fort. Vous me connaissez, si je vous dis l'eau de lavande, c'est sûrement pas, c'est pas le parfum à la lavande. Pas le parfum. Pas du tout. Ah. C'est l'eau de vaisselle. L'eau de lavande, c'est l'eau de vaisselle. Non, mais vous me connaissez un petit peu. J'aime bien jouer avec les mots et on s'est tous fait mener sur des mauvaises pistes. Le piège. Faudra éviter de toquer d'excès. Toquer d'excès, faudra éviter de toquer. en patois, c'est boire. Donc, boire de façon excessive. Hein. Et surtout, jamais en Sarthe, messieurs, on ne met son pichet sur la table. Mais où alors? Pichet alors Parce que le pichet en patois sartois, c'est pas du tout la cruche, le pichet d'eau. Ouais. Je le garde sous la table. On le garde sous la table. C'est le sexe masculin. Ah, d'accord. Donc voilà, si on veut être bien vu en Sarthe, il faut éviter. Et pas qu'en Sarthe d'ailleurs. Le pichet, voilà. Alors, maintenant quelques expressions autour de la vaisselle. Si quelqu'un veut la lire? Allez, Alain. Oh là, non, je ne saurais pas lui. Bon, allez, faut se lancer. Il n'y a de si vilain pot qui ne trouve son couvercle. Oui, voilà, son couvercle. Oui. C'est ça. Il n'y a de si vilain pot qui ne trouve son couvercle. Alors c'est une expression, hein. Donc elle est assez, il n'y a pas de mauvais pot qui ne trouve son couvercle. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle veut dire l'expression? C'est pas plutôt pour un couple. C'est ça. On trouve toujours chaussure à son pied. Voilà, exactement. On peut toujours rencontrer l'amour. Voilà, c'est ça le sens de l'expression. Et une autre. Allez, une petite dernière. Voilà, oui, une dernière. Qui veut la lire? Monsieur le maire. Allez. Philippe. Il casse le pot à mesure qui mange le beurre. Voilà, il casse le pot à mesure qu'il mange le beurre. Donc, il casse le pot à mesure qu'il mange le beurre. Hein, ça veut dire qu'il est dépensier. On dit ça. Voilà. Ça, quelqu'un qui est dépensier, qui dépense l'argent. Allez, un petit tour de magie, juste pour finir. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? On l'a dit tout à l'heure, pas un quotio, mais Non, alors en français. En français, c'est un verre. Et en patois, ça, c'est quoi? Un verre à dents. Ah oui. Parce que Adam en patois sartois, Adam, A-D, il est écrit ici, ça veut dire à l'envers, retourner pour s'égoutter. Donc voilà comment on transforme un simple verre en verre à dents. D'accord. Voilà, jeu de mots. Bien joué. Bon, en attendant, à la vôtre. Bien. Merci Fabrice. Avec plaisir. Merci. Sans transition, on passe à Même Découverte avec son ambassadeur ce soir, Alain Moreau, pour nous parler du petit dernier, le numéro 126, si j'ai bien lu, mais on va dire le numéro 3 de la nouvelle version de Même Découverte, c'est ça? Oui, puisqu'on est reparti, on peut dire qu'on est reparti à zéro, il y a 3 numéros, oui. Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qui a changé en fait? Tout un petit peu, vous allez dire le contenu et le contenant? Le contenu et le contenant, et l'équipe, on est maintenant une équipe de passionnés, et ça y fait beaucoup, c'est très important. Et puis on se donne, on essaie, il faut bien le dire, d'ailleurs on vous l'avait dit dès le premier numéro, on essaie de sauver le magazine. Et je pense qu'on va y arriver parce que là, en 3 numéros, on a doublé nos ventes, c'est bien. Ah bah oui, c'est encourageant, ouais. On peut parler d'une renaissance par rapport à ce que voilà. Oui. L'esprit est toujours le même, la volonté, j'ai dit tout à l'heure en préambule, de parler de ce qui se passe en Sarthe, mais aussi un petit peu à la lisière du département. Plus que ça, parce que c'est Maine Découverte. Oui. Donc c'est la Sarthe et la Mayenne, n'est-ce pas? C'est toute l'ancienne province du Maine qui comportait ces 2 départements. Ouais. Un petit peu le Maine-et-Loire aussi, j'ai cru voir qu'il y avait un sujet qui était... Tout petit peu, quelquefois, on effleure un peu, on rase les départements. Ouais. Donc c'est toujours là aussi la notion de patrimoine, de mettre en valeur, de remettre au goût du jour des choses que... Pas seulement le patrimoine, on a l'habitude de dire tout ce qui est sartois ou mayennais nous intéresse. Ouais. Voilà, aussi bien les gens que le patrimoine, que bien sûr... Et dans ce numéro, justement...
que l'on a devant nous, là, sur Maine Découverte. Il est question de Coudrecieux, notamment, hein, l'histoire derrière les barbelés. Alors, la triste histoire de Coudrecieux, qui est très peu connue, parce que tout le monde connaît le camp de Mulsanne, de triste, de sinistre réputation, mais personne ne sait qu'avant d'aller à Mulsanne, la plupart des tziganes étaient parqués à Coudrecieux. Et ils ont été parqués à Coudrecieux quand même pendant près de 2 ans, dans des conditions inimaginables. Un camp de nomades, et là on parle de quelle période à peu près? Alors, dès 1940, parce que les nazis ont obligé dès 1940, voilà, et puis jusqu'en 1942, où on les a transférés justement à Mulsanne, avant de les emmener quelques mois plus tard, beaucoup plus loin, et pour certains, pour une certaine quantité d'entre eux, carrément dans les camps de concentration. Ouais. Il est question de Don Guéranger aussi, qui a été le restaurateur de l'abbaye de Solesmes, notamment. Il y a un sujet, j'ai vu, qui est très, très intéressant. Oui, tout à fait. Ouais. Don Béranger avec sa bonne bouille. Et oui, on le voit à l'écran, là, justement, on voit une image de ce... Voilà, et puis, oui, on a plein de choses, hein, effectivement. Hein. Si vous allez, par exemple, pendant vos vacances au Caire, eh bien, vous respirerez l'odeur, au musée du Caire, vous respirerez l'odeur des momies, et c'est une entreprise de Mayenne qui a fait ça et qui a réussi à vendre son projet au musée du Caire. D'accord. Quand on pense aux centaines de milliers de personnes qui passent au Caire, au musée chaque année. Mais il y a tellement de choses à voir. Musée, forcément, maintenant tout le monde va voir. Ça sent bon, ça sent bon. Fabrice, ça sent bon les momies? Les odeurs. Alors, ça a une odeur très particulière parce que forcément, les momies, c'était les produits qu'on utilisait pour tenir les corps le plus longtemps possible. Quand vous pensez que Ramsès II, son corps est toujours parfaitement maintenu, si on peut dire, alors qu'il a, je ne sais plus combien, 4000 ans de... Vous voyez, bon, je ne sais pas s'il en sera pareil pour nous, ce sera plus difficile. Hein. Bon, moi, je suis né le même jour que Ramsès II, c'est quand même pas mal. Ah, mais pas la même année, mon cher. Mais pas la même année. Donc, Alain, il est question des couteliers aussi, le coutelier des étoiles. Oui. Vous avez parlé justement d'un département voisin. Oui, voilà, il est l'ambassadeur, lui, du département, je crois, de la Mayenne, dans ce numéro. Tout à fait. Il nous parle de ces rencontres. On n'en parle pas trop en ce moment. Ouais. On a aussi... Guillaume. La restauration du château. Ouais. Alors, il faut conseiller à nos téléspectateurs d'aller l'été prochain, au printemps, visiter le château de Sillé. Ouais. Hein, et puis, ils trouveront aussi installé, sans doute il le sera à ce moment-là, le musée Lefebvre. Lefebvre qui a été un maire du Mans, qui a été un personnage très important, un artiste vraiment très important. C'est le papa, vous savez, du bébé Cadom, du fameux bébé Cadom. Alors j'ai une anecdote, est-ce que j'ai une seconde pour Allez-y. Alors le bébé Cadom, vous savez, il a été connu dans le monde entier. Dans le monde entier, aux États-Unis, encore plus qu'en France, partout. Seulement, le pauvre Lefebvre n'a jamais touché un royalty. Parce qu'à l'époque, on lui a dit, on vous achète, il nous faut tel projet, on vous donne de l'argent pour tel projet. Il a fait son projet, il a sorti le bébé Cadom, mais après on lui a dit, non, rien n'est prévu, donc aujourd'hui il serait riche à millions. Ah oui. Mais à l'époque, il en a tiré quasiment rien financièrement. Ouais, ça n'a pas moussé, quoi. Uniquement pour ceux qui l'ont utilisé. Ouais. Bravo. Alain, c'est un trimestriel, on va conclure là-dessus. Oui, trimestriel. Un trimestriel, 8 €. 8 €, d'accord. Toujours, et le prochain numéro, là, toujours 72 pages, bien entendu. Eh oui, chiffre mythique, bien évidemment. Chiffre mythique. Ouais. On est le 10 février aujourd'hui. Le prochain numéro sortira en mois de mars, avril, peut-être. Fin mars, fin mars. Je reviendrai sonner à votre porte. Avec plaisir. D'ici là. Avec plaisir. Merci Alain. Merci les amis, merci Philippe Biot d'être venu nous voir pour parler de Ligron. Fabrice, à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Pascal également. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Stéphane Alanick pour parler de la Maison de l'Europe au Mans. A tout de suite. On se retrouve dans Plus belle ma Sarthe, émission consacrée aujourd'hui à la commune de Ligron. Et on retrouve Stéphane Alanick, qui est directeur de la Maison de l'Europe, ici au Mans, basée rue de la Galère. C'est bien ça, Stéphane ? Ouais, vous avez déménagé récemment. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce que la Maison de l'Europe ? Parce que je pense que tout le monde ne sait pas encore quelle est la vocation, quelle est voilà, ce que vous y faites, ce que vous entreprenez et quelles sont les actions que vous prenez. Alors en tant qu'association, on a donc des bénévoles qui œuvrent avec l'équipe salariée. Au total, on a donc 6 salariés dans l'association.
2 personnes en bénévolat qui font du volontariat européen, 2 jeunes personnes. Et tous ensemble, du coup, on œuvre à faire tout ce qui est autour de la pédagogie européenne en Sarthe, c'est-à-dire des projets scolaires pour les écoles, les collèges, les lycées. On fait aussi des projets éducatifs, par exemple, tous les ans. On a également des temps de conférences et d'information et de sensibilisation auprès des Sartois et du grand public. En somme, on est là pour faire de la citoyenneté européenne auprès du plus grand nombre. Ouais, vous êtes là pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes aussi. Hein. C'est ça, à l'importance on est dans l'Europe, d'y adhérer, et puis de tout ce qui peut se faire, tout ce qui a été entrepris, toutes les possibilités aussi pour les jeunes. Qu'ils soient étudiants ou peut-être pas, je ne sais pas. C'est ça, l'idée, c'est de comprendre en quoi l'Europe peut être aujourd'hui en Sarthe concrètement utile pour les gens, pour les territoires. Donc pour les territoires, souvent, ça peut être des financements européens. On parle de projets, de territoires. Et pour une petite commune, c'est bien aussi d'avoir des fois un complément avec des financements européens. Et pour les personnes, pour les 18-30 ans, nous par exemple, avec les programmes européens, on leur propose de bénéficier d'un temps de séjour à l'étranger, notamment dans le cadre du volontariat européen. Donc, des Sartois qui seraient présents entre 18 et 30 ans ici, qui voudraient venir nous voir pour profiter de ces dispositifs. Il n'y a aucun critère restrictif. C'est vraiment sur la simple base de la motivation qu'ils peuvent partir en volontariat un jour en Europe. Ouais, c'est pas forcément des étudiants où on peut être... décider d'aller bosser en Europe, donc forcément. C'est ça, nous, avec les étudiants, on ne va pas aller compléter l'offre de l'université, parce que l'université est autonome, c'est très bien. Par contre, on travaille avec les lycées professionnels qui voudraient s'ouvrir à l'Europe et à l'international, et pour qui monter les dossiers n'est pas toujours évident, puisque le travail d'un enseignant est riche et très complet. Ouais. Donc nous, on s'associe avec eux, on monte les dossiers, et là, par exemple, vous voyez, en ce moment, on a des élèves qui sont en stage, en Norvège. Ils sont d'Estournel de Constant, donc du lycée de la Flèche. Ouais. On aura plus tard, prochainement, début mars, qui partiront en Espagne en stage, en Italie en stage. Et donc, tous nos lycées partenaires sont un peu éparpillés en Sarthe. Donc, on a pas mal de points d'accroche. Des stages dans quel domaine, par exemple? Pro-commerce, aménagement paysager, agriculture, mode, plein de choses. Toutes les filières professionnelles, en fait, sont éligibles au programme européen aussi. Ouais, ça veut dire que tout au long de l'année, il y a aussi des opérations de sensibilisation. Vous allez dans les lycées, les collèges aussi, pour essayer de dire ce que vous venez de nous dire là, proposer aux jeunes qui ne le sauraient pas. Oui, on a un partenariat avec le département de la Sarthe, et ce partenariat nous amène à sensibiliser les collégiens à l'ouverture européenne, notamment avec la présence des jeunes volontaires européens qui sont auprès de nous dans l'équipe. On intervient également effectivement auprès des lycées pro pour casser le mythe aussi du voyage à l'étranger, parce que nos jeunes stagiaires partent 4 semaines à l'étranger en stage. Donc quitter son foyer, quitter sa famille, son établissement scolaire pour être dans une entreprise 4 semaines, c'est vrai que c'est long. Donc on est là pour les rassurer aussi. Ouais. Erasmus aussi, on connaît. Ça fait partie aussi un petit peu des choses sur lesquelles vous travaillez aussi, conjointement avec ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Ouais. Ah oui, puis en tant qu'association, on a une structure financière un peu fragile quand même. Donc Erasmus+, permet aussi des financements pour que nous puissions mettre en œuvre le programme sur le département. Donc on a des financements aussi qui nous reviennent directement, mais au-delà de ça, c'est des financements pour les familles et pour ces jeunes qui partent en stage. Ouais. Quel public vous recherchez le plus, ou vous êtes le plus près, on peut dire, en général, sont les étudiants principalement, parce que ceux qui sont adultes n'osent peut-être pas venir faire la démarche. Non, ils peuvent venir faire la démarche en tant que bénévoles et volontaires. Il y a de quoi travailler à la Maison de l'Europe pour sensibiliser. On mène des conférences. Tous les ans, au mois de mai, on a cette fête de l'Europe qui se tenait place du Jet d'eau au Mans. Cette année, on va changer le format. On va faire des activités perlées sur toute la Sarthe, sur tout le mois de mai. Donc il y a vraiment il y a de quoi faire, il y a du travail. C'est quoi les grands défis européens, on peut dire, auxquels on peut dire, on est tous confrontés, évidemment, et vous aussi, quand on vous pose des questions, quand les jeunes vous interpellent? Donc, nos grands défis européens, c'est de faire comprendre l'Union européenne en Sarthe. On ne va pas refaire les grandes politiques européennes qui se font, dont on entend parler dans les grands médias. Nous, on veut rendre l'Union européenne concrète ici et compréhensible. Donc on va parler de choses simples, utiles, par exemple une conférence sur l'intelligence artificielle. On en a fait une avec l'université en décembre. L'intelligence artificielle, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens l'utilisent. Mais il y a aussi pas mal de dérives possibles. Donc l'Union européenne agit, on est là pour montrer comment elle peut agir. Et vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre, qui ne sont pas forcément encore aujourd'hui convaincus, des Européens convaincus C'est comme lors des élections, il y aura toujours des gens qui auront des pensées, plus ou moins diverses. Mais nous, sur nos activités et nos actions, on a cette chance d'avoir toujours des bons contacts et des bonnes relations avec les personnes que l'on rencontre. Alors comme tout le monde, vous êtes aussi confronté, on va dire, à la désinformation. Comment là aussi, ça se passe un petit peu il faut des fois déminer un peu le terrain, on va dire, parce que je pense que les jeunes que vous rencontrez doivent aussi se nourrir aussi de fausses et mauvaises informations qu'il faut essayer de déconstruire.
Oui, ça existe. C'est ça, ça existe. Donc après, il y a tout un travail aussi qu'on peut mener en complémentarité avec les autres associations locales, comme l'éducation aux médias. Les enseignants aussi se chargent de cette thématique-là. Donc on agit avec eux et on intervient quand il faut. Comment vous voyez justement la Maison de l'Europe, votre rôle évoluer justement dans les mois, les années qui viennent? Ça va être parce que le monde bouge en perpétuel mouvement, on va dire. C'est ça. On voit bien que voilà, il y a des distensions un peu partout, ce qui n'est pas évident, quoi. Le problème, sans parler de politique. Hein, mais... Le problème, c'est que ça change très rapidement. Enfin, on se posait ces mêmes questions parce que je vous ai parlé de mobilité, par exemple, là depuis le début. Quand il y a eu le Covid, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus faire partir nos élèves ou nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ça change très très vite. Donc les futurs défis de demain, je ne sais pas lesquels ils seront, mais on verra. Stéphane, ce sera le dernier mot. Ceux qui souhaiteraient venir se renseigner viennent rue de la Galère. C'est ouvert toute la semaine? Arrêt de tram, éperon, plein centre-ville du Mans. Et puis sinon, sur les interventions qu'on peut avoir dans le département. Parfait. Merci Stéphane Alanick, merci. Merci à vous de nous avoir suivis dans Plus belle la Sarthe. On se retrouve le 3 mars pour un nouveau numéro en direct de Plus belle ma Sarthe qui sera du côté de Saint-Ouen-en-Belin. D'ici là, vous aurez l'occasion de revoir des retransmissions. Merci à vous, bonne fin de soirée. Au revoir.